dans votre livre, vous dites que tout le monde doit se sentir concerné par le sujet. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, c'est pas seulement le fait qu'il y a des gens qui décident eux-mêmes à un moment donné d'acheter de la drogue et de la consommer pour eux-mêmes. Ça peut avoir un impact éventuellement sur leur santé. Mais après, je pense que le marché de la drogue bouleverse, on va dire, le pacte social d'une certaine manière. Ça fausse le rapport à l'argent, puisqu'on a d'un côté des gens qui s'en mettent plein les poches extrêmement rapidement, sans payer d'impôts, etc. Ça fausse le rapport, ça corrompt, la drogue corrompt également. Il y a énormément de... Comment ? Au Nord. Oh, merde, c'est pas... Énormément de... Ne regardez pas. Ça corrompt, c'est-à-dire qu'il y a énormément de... voilà. Il y a tellement d'argent, si vous voulez, derrière, que ça corrompt. Donc là aussi, ça trouble le pacte social. Et le petit gamin qui meurt pour produire tout ça, et voilà, ça... Oui, non, c'est pas ça. On dit des trucs intéressants. Ça trouble, pardon ? Excusez-moi, je vous dirais qu'on disait des trucs intéressants, 2 petites minutes. Non, mais donc ça trouble effectivement l'ordre social quand vous avez des gamins qui paradent au pied d'une tour dans un quartier. Sur de magnifiques motos, voitures, etc. Vous savez très bien que les gens qui habitent le quartier sont à la fenêtre, détestent cela. Et il y a un moment donné, il y a on va dire, ça crée un véritable malaise. Parce que ça fausse la Vous dites qu'on a tous été en contact au moins une fois avec un narcotrafiquant. Moi surtout parce qu'effectivement je les cherche pas. Mais bon, je les cherche. Voilà, Non, l'idée, c'est là aussi où je voudrais dire que ça nous concerne, c'est que quelque part tout cet argent, les trafiquants de drogue, ils ont un premier problème, c'est d'importer jusque aux narines des consommateurs leurs produits qui est volumineux. Donc là, il faut affréter des avions, des bateaux, etc. Ça, c'est dans ce sens-là. Mais après, ils ont un autre problème qu'on n'imagine pas. C'est qu'il faut traiter les montagnes de billets de banque que ça représente. Parce que ça représente des montagnes de billets de banque. Des caves. Moi, je vous dis, en France, le marché de la drogue représente 4 milliards d'euros par an. C'est le chiffre auquel je suis arrivé. A priori, aujourd'hui, on en est là. Et en Europe, 24 à 50 milliards. Dans le monde, 650 milliards de dollars. 4 milliards, ça fait 1%. Je crois que la France est leader sur l'Europe, non ? Pardon ? La France est leader sur l'Europe. Oui, la France est leader en termes de consommation, mais ça fait en gros 1% du PIB français, c'est le marché de la drogue. Donc ces 4 milliards, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Et là où ça trouble aussi, là où ça a aussi un impact sur la société, c'est que précisément, il y a des gens qui arrivent et qui achètent des magasins, des pas de porte. Ça peut être petit, ça peut être des ongleries, ça peut être des sandwicheries, ça peut être des kebabs, des choses comme ça, avec de l'argent sale. Donc à partir de là, si vous êtes un commerçant normal, ordinaire, vous êtes forcément défavorisé et ça déséquilibre les rapports sociaux pour cette raison-là. Parce que dans 4 milliards d'euros par an en petites coupures, c'est compliqué. Ouais, j'ai calculé les Français, rien que concernant si on parle du cannabis, les Français roulent à peu près 1 tonne de cannabis en joint par jour. Une tonne. C'est pas une tonne et demie de cannabis sont roulés chaque jour en France. Pardon ? D'accord, en joint. Ça fait 30 plus de 30 tonnes par mois de consommer. Oui, c'est quand même énorme. Et ça génère des billets de banque, ça génère de l'argent. Vous dites que la drogue, c'est un des rares secteurs qui ne connaît pas du tout la crise. Vous parlez de marge à 15 000% pour certains narcotrafiquants, c'est du jamais vu. Alors effectivement, en termes de marge et de progression, les producteurs, par exemple, concernant la cocaïne, les producteurs qui sont en Colombie, en Équateur ou en Bolivie, ont multiplié par 2 leur production en 10 ans. Donc il y a énormément de marchandises sur le marché. Donc du côté de l'offre, il n'y a aucun souci. Après, du côté de la demande, il ne cesse d'en créer davantage. Et ce que j'observe sur les 5-6 dernières années sur le marché de la drogue en France, c'est que, en gros, la drogue a quitté, s'est propagée à partir des grands centres urbains vers toutes les sous-préfectures et qu'on en trouve absolument partout. Et la dernière chose concernant le prix et la crise, c'est effectivement, il y a un indice fort, c'est que le prix du kilo de beurre, du kilo de farine, du pain augmente, mais pas le prix des produits stupéfiants. Ça, c'est un signe important. Ça veut dire que la demande est là. Les prix sont à peu près stables depuis 10 ans. Donc ça veut dire que même s'il y a des saisies, qui induisent des pertes importantes pour les trafiquants, enfin des pertes. Je veux dire, c'est vrai que la perte d'une tonne, en réalité, à chaque fois on dit ça fait des millions, ça fait des millions, mais non, mais en réalité, le problème c'est que le pied de cocaïne qui pousse quand on le ramasse dans la montagne, il coûte 2 centimes, 20 centimes, pas plus que ça. En réalité, la valeur marchande, elle est à partir du moment où ils ont franchi toutes les frontières. J'entends, monsieur, mais une fois qu'ils sont en France, le drame est déjà fait et c'est le pays qui consomme le plus. J'avais 2 exemples. Et puis ensuite, maintenant, il n'y a plus trop de casinos, donc l'argent, il
laver par plein de choses. Hein. Souvent, pour laver sa bagnole, tout ça, c'est souvent plein de trucs comme ça. Autrefois, c'était les casinos. Voilà, les casinos. Chevaux, mais ce qui est moins important, quand je suis allé en Brésil, à Rio, à l'époque, ils avaient décidé que tous les drogues étaient dans les favelas. Ils ont envoyé l'armée, pas pour chasser les gens, chasser les dealers et tout ça, dans chacune des favelas, l'armée, ça s'est battu et ils mettaient un commissariat et c'était gagné. Pourquoi est-ce que dans toutes les banlieues extrêmement chaudes où on sait qu'il y a aujourd'hui les points les plus importants, on n'envoie pas, puisqu'on ne peut pas envoyer la police, elle n'est pas faite pour n'envoie pas l'armée pour nettoyer véritablement le pays? Parce que Pasqua disait, pour tout arrêter, il faut que les gens aient peur. Ils n'ont pas peur. Alors, il y a une différence entre la France et le Brésil. Moi, je suis allé enquêter notamment en Guyane, je suis allé en Brésil, je suis allé au Colombie. C'est vrai ce que j'ai dit. Hein. Oui, mais il y a une différence, si vous voulez, c'est que, par exemple, la Guyane, c'est un territoire français en Amérique du Sud. Oui. Sur le traitement des trafiquants et des orpailleurs, il y a 2 méthodes. Les Brésiliens, ils arrivent et ils tirent et ils tuent tout le monde. Non, c'est pas a priori, c'est la réalité, c'est ce que je vous raconte. Non, je l'ai vu. Mais les Français, ils ont des règles, des lois, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de fonctionner comme ça. Donc nous, en France, on a la justice, on doit faire des enquêtes, etc. Après, si vous envoyez l'armée dans ces quartiers. Où les banlieusards seraient ravis. Les gens seraient ravis. Hein. Non, mais d'accord, mais une fois qu'on a mis. On envoie des CRS. Par exemple, là, le gouvernement vient de décider d'envoyer une compagnie de CRS en permanente, des CRS d'élite, pas les CRS. Ils les ont envoyés sur Marseille. En réalité, ça rassure les gens, les bonnes gens qui sont là et qui voient tout ça se dérouler en bas de chez eux, mais ça n'a pas de réel impact sur les trafiquants de stupéfiants. Ce qui les fait tomber, malheureusement, ce sont les enquêtes au long cours de la police judiciaire. On est quand même... voilà. Donc ce que je suggère, moi, plutôt que d'envoyer l'armée, c'est de renforcer cette police judiciaire qui, aujourd'hui, est un peu en état d'affaiblissement, de la renforcer, d'envoyer des gens qui font réellement du renseignement criminel, qu'on sache un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de Français qui travaillent sur le marché de la drogue. Vous dites 240 000 personnes. Rien que sur la France, ça représente... si vous voulez, là où il y a 20 ans, il y avait 2 points de deal, il y en a 20 ou 50 aujourd'hui. C'est pas... Et bien qu'ils s'entretuent en permanence pour contrôler ces terrains, il reste effectivement énormément de gens qui travaillent là-dessus. Alors, ça paye bien, ça paye bien. Ouais, c'est ça. Comment? Ça paye bien. Combien gagne un mec qui fait le guet toute la journée? Voilà, il y a tous les échelons. Les choufs, ils gagnent. Il y a tous les échelons, si vous voulez. Vous avez les barons de la drogue qui sont à Dubaï ou au Maroc ou ailleurs et qui dirigent le business. Ceux-là, ils sont pas en première ligne, ils prennent pas de balles, ils sont à distance. Ils sont là. Leur job, c'est de faire peur, de manière à ce qu'on leur obéisse et à ce qu'on leur envoie les montagnes d'argent. Donc ils entretiennent un climat de terreur. Ensuite, vous avez ceux qui sont sur place et qui sont les chefs de file, on va dire, sur les terrains. Et eux, c'est pas touche pas à mon poste, c'est touche pas à mon terrain. Comme autrefois, les vieux voyous, c'était touche pas à ma discothèque ou bien touche pas à mon casino. Aujourd'hui, c'est vraiment touche pas à mon four, touche pas à mon terrain. Et là, eux, ils sont prêts à tout, effectivement, pour maintenir. Et puis, pas seulement pour maintenir leur four en état, leur terrain en état, mais pour conquérir en général celui du voisin. Et c'est ce qui met un peu le bordel. Mais pour finir sur l'argent, donc en bas, vous avez des gens qui, en bas, ceux qui sont en bas de l'échelle, ceux qui sont en première ligne, ceux qui prennent les balles, eux, ils gagnent environ 3 000 € par mois, sans payer d'impôts. Hein. Ouais. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et en plus, on leur livre éventuellement à midi la canette et le kebab. Ça, c'est gratuit, ça fait partie du dîner de l'organisation. Et c'est eux qui participent, on va dire, au petit blanchiment, qui est celui qu'on assiste dans toutes les banlieues du monde, touchées par l'argent sale, sous forme de réinjection dans l'économie propre, c'est-à-dire les fringues, toutes les fringues de marque. Tout ça. Là aussi, vous avez une économie mondialisée du crime qui brasse des milliards et qui intéresse les banques. Je rappelle qu'en 2018, lors de la grande crise économique, les banques ont absorbé plus de 2 000 milliards d'argent sale pour se rééquilibrer. Ouais. Et il y a eu même des procès là-dessus aux États-Unis. Donc vous avez ce niveau-là. Et vous avez tout en bas de l'échelle, effectivement, moi j'ai rencontré un jeune un jour en Seine-Saint-Denis, dans un quartier. Il avait 16-17 ans. Il avait commencé tout en bas et son rêve, c'était de prendre la place du chef, évidemment, comme à chaque fois dans ces cas-là. Et lui, il avait déjà, à 16 ans, il avait déjà investi dans son pays d'origine, qui était pour lui le Congo-Brazzaville, où il avait investi dans une crêperie. Il avait créé une crêperie au pays. Donc vous avez ce niveau-là. Et vous avez le blanchiment
on va dire, d'abord, il y a aussi le blanchiment quotidien, c'est-à-dire que vous allez dans les magasins de luxe. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a plus de 500 €, c'est pour ça qu'on ne peut plus payer plus de 1 000 €, c'est pour éviter Oui, voilà. les Mais blanchiments. à quoi ça sert quand on a 25 ans et qu'on se crame la vie tous les jours et qu'on sait qu'on va mourir à 27? À quoi ça sert d'avoir autant d'argent, en gros, si on ne peut pas se payer une Rolex? Je dirais c'est ça, c'est en gros, c'est la Rolex. La Rolex est obligatoire, le fait d'acheter une petite Austin aussi à sa maîtresse, puis s'il y a plusieurs maîtresses, il faut acheter plusieurs Austin. Le fait d'aller offrir, il y a eu une vente aux enchères il y a quelques jours de biens saisis chez les criminels. Dedans, il y avait notamment un pyjama Dior. Ouais. Voilà, si on ne peut pas se payer ça, si on a 25 ans, qu'on risque sa vie tous les jours et qu'on ne peut pas se payer le pyjama Dior et la Rolex, on a tout raté. Donc c'est pas 50 ans là, c'est 25 ans, l'âge limite. Donc effectivement, ça c'est du blanchiment, enfin disons c'est de la dépense quotidienne. Et ensuite, vous avez le blanchiment d'ultra proximité. Et dans les quartiers, si vous enquêtez un peu, vous vous rendez compte que souvent, la petite épicerie, le petit salon de coiffure, c'est vraiment du bas de gamme. Mais c'est pas inutile parce qu'ils t'achètent ça. Et après, ça sert de lessiveuse. C'est-à-dire que si vous avez un kebab, non, mais que vous avez 3 clients par jour. Vous en avez plus. Vous avez 3 clients par jour. Et vous allez en déclarer 100. Ouais. Donc évidemment, le kebab, vu le prix que ça coûte, c'est des espèces, ça fait rentrer de l'espèce. À la fin, vous allez éventuellement payer des impôts sur les 100 que vous avez vendus, que vous n'avez pas vendus. Donc vous blanchissez, c'est une manière très simple. En fait, c'est une technique assez simple pour blanchir localement l'argent. C'est ça. Alors oui, un petit mot. Non, lui d'abord. Il est dit qu'en fait, le trafic de drogue, si on l'arrêtait complètement, les pays auraient des problèmes économiques réels. Il paraît qu'en Amérique, par exemple, Miami, c'est construit uniquement sur la drogue. Et sur la cocaïne. Et s'ils coupaient le flot de pognon, il y avait un risque de crise économique. Donc en fait, ça arrange tout le monde de laisser faire. D'une certaine façon, si on regarde l'histoire, moi je fais beaucoup d'histoire du grand banditisme. J'ai travaillé sur Jackie Lemat, je vais vous en parler il n'y a pas très longtemps. Et si vous voulez, si vous regardez sur le long terme, effectivement, on peut se poser la question de savoir, il y a des points de deal où vous allez, où je vais, comme ça, où je regarde, et ils me disent, ah mais mon grand frère faisait ça, et puis mon père faisait ça, et vous vous rendez compte que depuis 20 ou 30 ans, effectivement, il y a des endroits où on a laissé s'enquister véritablement comme un cancer qu'on ne voudrait pas soigner, cette drogue, probablement parce que ça participait d'une certaine forme d'équilibre social, et qu'un certain nombre, notamment d'élus locaux, se sont dit, ont constaté qu'il valait mieux peut-être un peu laisser faire, pourquoi pas retenir un peu la police, parce que du coup, on allait dire du bien de leur ville, que c'était une ville jolie, fleurie, mignonne, etc. Et c'est sûr que on a pris énormément de retard sur ces années où on a laissé s'enquister et s'installer tout cela. Alors aujourd'hui, là, je vous parle des quartiers, mais effectivement, au-dessus de ça, vous avez des pays, des États, des narco-États dans le monde qui, eux aussi, ne vivent que grâce à cette main, bien sûr. Oui, Frédéric, c'était moi. Vous parlez de retard qu'on a pris, mais c'est pire que ça quand on lit le livre. On a l'impression que nos frontières sont des passoires, que la drogue circule, que l'argent est immensément réinvesti dans le petit commerce. Honnêtement, on est foutu. On a l'impression que l'argent de la drogue, il est là et c'est fini. Alors lui, c'est pas le plus optimiste de France. Pardon, mais il regarde Marseille en ce moment. On en trouve sur les plages. On en trouve sur les plages. On trouve des ballots de 2 kilos dans le Pays Basque. C'est maintenant tous les 2 ou 3 mois, comme les trafiquants. Ça coûte tellement rien la drogue. Ça ne coûte parce que ça rapporte. Ça rapporte, mais ça coûte rien à produire. Donc du coup, dès qu'ils ont les flics au cul, ils balancent toute la flotte. Et avec les marées à Biarritz, tous les mois pratiquement, il y a des opérations. Les plages sont interdites parce qu'on trouve des ballots de drogue. C'est pour déjouer les contrôles qui sont mis en place dans les ports. J'ai un pote à moi qui a trouvé 2 kilos de cocaïne au commissariat. Vous voulez les dire, gens, les plages sont interdites à cause de ça. On fait exprès pour pouvoir... Ils ont toujours un temps d'avance, en fait, sur ceux qui leur courent après, toujours. Bien sûr, toujours. Et donc là, on est en train de renforcer les contrôles dans les ports, notamment au Havre, dans les ports français ou à Marseille, comme ça se fait à Rotterdam et à Anvers. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? C'est en gros de faire des ballots avec des balises et des bouées qui balancent en mer, qu'ils ancrent en mer. Ils posent ça. Donc le bateau qui arrive et qui nous livre ça depuis le Brésil, depuis la République dominicaine, je ne sais où, s'il est suivi, il pose ça, il disparaît, on attend 2-3 jours, éventuellement on surveille avec des drones, on regarde ce qui se passe, si l'armée, si la marine a repéré, si la police est sur le coup, et si elle ne l'est pas, on va récupérer les ballots. Avant, on récupérait des homards, maintenant, on récupère de la cocaïne. Mais la cocaïne au gramme vaut plus cher que l'or. Hein. Ah oui, mais déjà, effectivement, ils ont toujours un coup d'avance et ils sont surarmés, donc surdangereux. Il y a les go fast, les boat fast, les flight fast, et on les suit pas tellement ça peut être dangereux sur l'autoroute et tout ça. Mais ce que je veux dire, ce qui est important aussi, je fais un petit peu de social, c'est qu'en France, on s'intéresse toujours aux conséquences et jamais aux causes. Un môme qui a 14 ans, qui est dans une cité, qui a été déscolarisé,
qui a que dalle. Ses parents peuvent pas l'entretenir et tout ça. Bah, il en parle là, regarde, Chris. Voilà, bah voilà. Chris. Alors, entre 11 et 12 ans, c'est là qu'on s'intéresse au business, à l'argent, au bénéfice. J'ai grandi dans une famille où on était 9 garçons et une fille. Ouais. Comme argent, j'avais 0. Tout le monde doit se démerder. Chacun pour soi et Dieu pour tous. À un moment, les grands du quartier viennent te voir et te demandent « Tu veux faire beaucoup d'argent ?» J'ai dit oui. Eh ben, très honnêtement, est-ce qu'on n'aurait pas dit oui? Non, mais tu vois ce que je veux dire, on a 13 ans, on n'a rien. Est-ce que ces mômes-là, on peut comprendre? Bah, disons que c'est effectivement, ils ont grandi sur ces territoires, ils en sortent très peu, ils connaissent pas tellement le monde extérieur. Ce que je rencontre, je suis assez surpris quelquefois, je veux dire, ils habitent à 5, 6, 7 km de Paris. Oui, enfin, il y a un Jamel qui sort sur Scrap pour 90 ils n'ont jamais mis les pieds à Paris, donc ils grandissent là-dedans, et effectivement, soit ils sont footballeurs, c'est un peu les deux modèles. Soit ils rentrent dans cette économie de la drogue dans laquelle ils sont un peu souvent forcés et entraînés par les grands frères. Et Chris, il avait beau avoir 14-15 ans, il m'a sorti une phrase absolument extraordinaire pour son âge. Il m'a dit la drogue, c'est comme l'électricité. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et d'une certaine manière, je trouve l'image magnifique, c'est-à-dire elle est très juste. À bientôt l'électricité. C'est-à-dire qu'on peut pas la stocker. Non, mais il vaut mieux pas la stocker. Il vaut mieux pas la stocker. L'électricité, c'est compliqué à stocker. La drogue, c'est pareil, parce que si vous la stockez, vous risquez de vous faire démasquer. Donc on la stocke pas. Et ça circule en permanence. Et il y a des consommateurs tout le temps qui viennent. Mais les mômes, ils prennent des risques parce qu'ils n'ont rien à perdre, monsieur. C'est ça ce que j'ai dit. Oui. Alors, justement, est-ce que les trafiquants ont peur de la police? Alors je pense que là, quand on regarde ce qui se passe à Marseille, on sait que d'un côté, l'État mène réellement une guerre contre la drogue. L'État est en guerre contre la drogue, c'est officiel, tout le monde le sait, tout le monde met les moyens, tous les ministres le disent à tour de rôle. Mais la guerre la plus importante, à leurs yeux, finalement, cette guerre, elle n'importe peu. Et je dirais qu'ils n'ont pas tellement peur de cette guerre-là. Ce dont ils ont peur, ce sont des guerres qu'ils se livrent entre eux. Ouais. Et des ventes d'État, je veux dire, des ventes d'État qu'ils se livrent entre eux. Là, quand vous regardez sur une semaine environ 7 règlements de compte à Marseille, vous vous dites... et puis avec des réactions immédiates, c'est-à-dire un règlement de compte a lieu, vous allez chercher éventuellement un tueur à gages, ce qui ne se faisait pas avant. Maintenant, ça se fait aussi en France, ça se faisait qu'en Amérique du Sud. Donc vous allez chercher un tueur à gages, vous lui donnez... Moi, le prix qu'on m'a donné, c'est 10 000 euros. 10 000, ouais. 10 000 euros, et il va immédiatement, et donc il y a des ripostes immédiates sans réfléchir. Ce sont des garçons qui crament. C'est même moins que 10 000 euros. Ouais. Ça peut être ça. Tu tues quelqu'un entre 5 et 10 000 oui, maintenant, oui. Mais ce sont des gens qui se brûlent eux-mêmes et qui savent qu'ils ne vont pas aller très loin. Parce que, d'une certaine manière, c'est assez contre-productif quand on regarde bien. Quel est l'intérêt? Aux États-Unis, c'est comme ça aussi. Aux États-Unis, tu as des mecs pour 8 000 $. Oui. Voilà, tu vas voir. Beaucoup moins sérieux. Non, mais quel est leur niveau de... Ah non, aux États-Unis, avec les oui, ça peut être. Tu as un gage, c'est 8 000 euros, 8 000 $, tu donnes à un mec. Je ne parlais pas de gage, mais est-ce qu'aux États-Unis, ils ont ce même problème ou c'est nous, la France, qui avons une police faible et une armée faible? Non, le problème est le même. Le problème est le même, je te jure. Le problème est exactement le même partout dans le monde. Autant ce que dit Frédéric, c'est passionnant, autant ce que tu dis, Mathieu. Oui, mais on n'est pas là dans un débat, ma chérie. On est en train de vraiment faire le lycée, c'est pour revenir sur ce qu'il a dit. Que les banlieues, pardonnez-moi, on est complices et responsables. Bien sûr. La drogue est partout, exactement. Le petit bourgeois qui va s'acheter son truc, pardonnez-moi, mais il profite du système. Et dans les campagnes aussi, avec votre à la coke. Non, bien sûr. Je disais juste que le petit gamin de 14 ans qui n'a plus rien à perdre, il faut s'occuper de lui, sinon il va tomber là-dedans. Là, vous parlez du client. Voilà, moi je parlais du client. Donc ça se complète et à mon avis, voilà. C'est ça en fait. Vous ne parlez pas tout à fait de la vous parlez du client, lui il parle, voilà, c'est un gars qui se retrouve et qui va. Les clients sont là. Comme il dit, les grands frères vont venir le voir et vont dire les grands du quartier. Juste pour écrire ton livre, tu as interrogé le commissaire Serge Castello, qui a passé 6 ans et demi à la tête de la sécurité publique. Il a dit, selon lui, le 93, c'est un narco-département. Alors lui, il pèse ses mots, hein, c'est quand même un grand flic. Quand il me dit ça, il sait de quoi il parle. Et en fait, ce qu'il veut dire, c'est que quand, dans ce département, effectivement, il y a le poids des espèces en circulation est tel que ça modifie l'équilibre normal. Voilà, l'économie parallèle. C'est ça un narco-État, c'est quand l'économie parallèle supplante l'économie réelle parce que justement elle brasse plus de moyens et d'argent et qu'à partir de là, c'est d'une certaine manière, elle impose sa loi parce que celui qui a les masses de billets impose sa loi. Donc c'est en ce sens-là que me disait ce commissaire, me faisait cette réflexion. C'est aussi qu'il y a des affaires de corruption de plus en plus nombreuses. D'où le faut-il légaliser. Que ce soit on n'est pas la cocaïne. Mais tu vois ce que je veux dire. On n'est pas dans un débat, Mathieu. On n'est pas dans un débat. Merci Géraldine. Merci Géraldine. Merci Géraldine.
Merci Géraldine de l'avoir recadré. C'est un véritable métier. Les exigences, regardez ce que dit Chris, le dealer. La ponctualité, on te dit viens à midi, tu viens à midi, pas midi 1, midi 2 ou midi 3. La tenue requise, des vêtements de couleur noire censés rendre moins repérable possible. Daniel, tu vas être difficile que tu travailles dans la... Des équipiers, assistants obligatoires. Celui qui surveille s'il y a la police. Hein, c'est ça. Rémunéré environ 50 € par jour pour crier pu 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 ou Joe t'es mort quand un policier met pied à terre. Hein, c'est ça. Hein. Ça, voilà, donc chaque quartier, chaque quartier a inventé ses expressions en fait. Hein. Absolument, sur les expressions, ça change aux quatre coins de la France. Ça. Mais ce qui est clair, c'est c'est qu'en fait, ils sont assez structurés, l'air de rien. Il y a une vraie école du crime. Il y a une formation, il y a une ascension sociale à l'intérieur du crime. C'est vraiment un monde parallèle qui ressemble et qui copie le monde qui est le monde capitaliste en gros, mais en le singeant d'une certaine manière et en poussant à bout, on va dire, tous les défauts, tous les travers du libéralisme et du capitalisme. Parce que dans le capitalisme ordinaire, si vous avez un souci avec un voisin, vous allez éventuellement au tribunal. Là, vous n'y allez pas et c'est tout de suite voilà, les coups qui parlent, c'est tout de suite voilà, c'est l'arme qui sort. C'est l'arme qui sort et aujourd'hui, malheureusement, c'est plus des 11-43 comme autrefois, ce sont des armes de guerre. Et donc, comme on l'a vu encore récemment, les armes de guerre, ça se contrôle beaucoup moins facilement qu'un 11-43. C'est ça. Exactement. Je dirais autant de Jackie Le Mat, c'était en gros, il y avait un individu à éliminer parce qu'il fallait se venger, mais on prenait le 11-43 et on n'arrosait pas. Exactement. Là, maintenant, aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, donc il y a une certaine folie. C'est beaucoup plus compliqué pour, dans cette, pour la police aussi. La police, elle fait quand même son boulot. Oui, je sais, mais c'est plus compliqué pour eux parce que voilà. C'est à tous les niveaux, c'est compliqué pour le flic de base à la BAC qui court après le même petit jeune tous les jours et qui le revoit le lendemain et qui lui dit nique ta mère. C'est beaucoup aussi compliqué pour lui à vivre que celui qui est en brigade d'élite et qui cherche et qui va mettre 6 mois à démonter un trafic parce qu'il faut accumuler des preuves parce que sinon en justice il se passe rien et qui pendant 6 mois se mord les doigts, attend et s'impatiente parce qu'effectivement pendant ce temps-là le trafic continue. Il y a des horaires chargés. Hein. C'est ce que dit Chris. À partir du moment où tout est en place, le bicraveur vend. Il fait du midi, minuit, temps plein. Des tickets resto à la pause, on lui donne sa gamelle. Il peut avoir un grec qu'il consomme là où il bosse ou se retrouver chez la nourrice, la maman, une dame qui garde le produit et qui lui fera à manger. L'argent sale est partout autour de nous. 25, c'est le gérant qui paye. 10 € le repas, pas plus, pas 11 €. C'est inclus dans la paye. Hein. C'est ça. Absolument, ils sont pas forcément généreux, même si ils croulent sous l'argent. C'est une économie qui a ses règles. Il faut pas déborder. Et puis je vous assure, celui qui à un moment donné soit vient en retard, soit prend une petite barrette et la ramène chez lui, soit ne déclare pas une vente, on risque de lui casser les mains. Moi, j'ai des dizaines d'affaires, de cas comme ça. Ça va très loin et ça va très vite. Ça commence effectivement par des violences. Je veux dire, on peut vous briser les doigts. En plus, comme on est dans une société qui filme... Un TPMP, j'ai raté. Voilà. En plus, comme on filme, ils filment leurs propres violences et ils les mettent en scène pour justement montrer qu'ils sont durs et violents et pour justement intimider les autres. Donc ça crée... C'est en cela, je reviens à la première question, c'est en cela que la drogue crée du désordre. Elle crée énormément de violence autour d'elle, induite par tous ces enlèvements. Si vous ne payez pas... à la livraison, si vous ne payez pas vos dettes, vous finissez à la cave dans un premier temps. Ensuite, on peut vous percer les genoux. Et puis dans un troisième temps, on va vous retrouver dans le coffre d'une voiture cramée. Donc, c'est une économie qui brûle en permanence comme ça. 90% des règlements de compte sont en lien avec le trafic de stupéfiants. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. Et ça, c'est vraiment le chiffre le plus important parce qu'on entend tellement de règlements de compte actuellement. C'est vraiment... à cause de... Ce que je veux dire, c'est que la police judiciaire, elle en résout des règlements de compte. Bien sûr. Mais le problème c'est qu'ils les résolvent plus vite. Exactement. Et donc, ils vont buter celui qui est... Donc, après, la police arrive... En fait, la police est toujours en retard. Forcément. Je veux dire, parce qu'ils vont beaucoup plus vite. Je veux dire, pour faire une enquête criminelle digne de ce nom, il faut énormément de procès-verbaux et de temps. Et en attendant, finalement, l'auteur que vous cherchez, que vous auriez volontiers envoyé en prison, il est mort. Il est déjà mort.